Bienvenue à mon ciné balado épisode de mois d'avril. Sortie du mois d'avril, vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Donc deuxième épisode de ce nouveau format où on passera les semaines une à une et on jasera des sorties qu'on juge les plus intéressantes, les plus importantes. Ouais, et celles qu'on a eu la chance de voir bien en sûr. primaire. Exactement, quelques films. Pas Michael, malheureusement. Ça, non. Ça, on n'a pas ces tuyaux-là. Mais pour ma part, quelques bons films, en tout cas, que je vais recommander chaleureusement et j'ai hâte d'en parler. Mais débutons avec un qui est déjà à l'affiche depuis quelques jours parce qu'il lui est vraiment sorti le 1er avril. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril. Non, c'est Super Mario Galaxy, le film. Des mêmes deux mecs qui ont fait Super Mario Bros, le film, il y a 3 ans. Puis, qui avait été un énorme succès. Ouais, c'est ça. Puis j'ai pas fait une recherche approfondie là-dessus, mais historiquement, le week-end de Pâques, qui justement varie toujours, là, c'est pas toujours la même week-end, c'est pas un si bon week-end de cinéma que ça. Ça aide qu'il y a des journées de congé, mais c'est pas le plus gros. Mais depuis quelques années, il y a des extrêmement gros films qui sortent. Et là, ça devient la pure folie. Là. Fait que là, les deux Mario, puis Minecraft il y a 2 ans, ou l'an passé, je sais plus déjà. Non, pas ça, me semble, ça se peut-tu? Ouais, je pense que c'est ça, 2025, en tout cas. Puis, fait que 2024, il devait avoir de quoi aussi, là. Le premier Mario était 2023. Fait que c'est ça qui se passe, alors que c'est une suite assez classique. On avait réussi à capturer Bowser, et bien là, Bowser va se libérer du domaine de la princesse Peach, et il va capturer Rosalina. Fait que là, les frères Mario et Luigi vont se lancer dans l'aventure avec Toad et Peach et là se retrouver dans un monde intergalactique pour essayer de stopper Bowser Jr. et rencontrer des nouveaux personnages de la franchise et de l'iconographie. C'est beaucoup inspiré du jeu Super Mario Galaxy que je ne connais pas parce que j'ai pas dépassé vraiment le Super Nintendo avec Mario Bros. Exact, moi non plus, à part Mario Kart lorsque la... 64, ouais, c'est ça. C'est vrai, 64, Super Smash Bros. Un peu bon. et tout, là, mais pas les storylines des Mario. Puis je pense qu'il y a Brie Larson qui fait une nouvelle voix, là, donc la princesse Rosanna. Rosalina. Rosalina, ouais, je mélange avec la toune de Toto. Oui, donc, c'est Savdi, le... Ouais, Josh ou Benny? Benny Savdi. Benny Savdi qui fait Bowser Jr. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de le voir. J'étais quand même curieux. Honnêtement, le premier m'avait quand même diverti. Je trouvais ça très sympathique. Faut dire que c'est des studios Illumination aussi. Donc, ils font des mignons, détestablement. Donc, on n'est pas dans le Pixar. C'est pas leur mandat. Ouais. On est vraiment dans du type Looney Tunes, gag, très visuel, primaire. J'aime ça de temps en temps. Pour ma part, je pense que l'humour est un peu moins présent dans ce nouveau film-là. Bien qu'en ligne, il y en a qui disent que non, mais qui ont peut-être plus ri avec lui. Mais moi, ça n'a pas été le cas. C'était plus dans l'aventure je pense que dans la joke. Moi, on est plus que... effectivement, plus dans ce côté-là, très aventureux, mais visuellement, c'est encore impeccable. On nous présente différents mondes. Fait que je pense que les fans vraiment des jeux vont probablement plus apprécier. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'easter eggs, beaucoup de petits trucs, de petits clins d'œil que je ne pige pas, mais que je peux penser que oui, ça doit faire partie de telle affaire, tel jeu, tout ça. Fait que, somme toute, sympathique, mais on s'entend que ça s'adresse vraiment à un public plus jeunesse et sur ce côté-là, je pense qu'ils ont réussi ils ont atteint leur cible, là, les enfants, c'est sûr qu'ils vont triper leur vie. Là. Les pronostics du week-end sont fous, puis du mois, puis de ce qu'ils devraient faire et tout. Fait que ça devrait être un autre grand succès. J'ai juste hâte de voir parce que ce genre de suite-là, soit des fois que ça surpasse l'original. On pense à Shrek, entre autres. Je pense que Détestablement aussi, c'était ça. Parce que là, le fanbase est comme vraiment fort. Puis là, ils sont vraiment mindés, excités par le deuxième film où ça va peut-être manquer un peu de gaz. Puis l'effet de déjà-vu va s'installer. Fait que j'ai hâte de voir au bout du compte. Où ça va être consommé plus, c'est ça, comme tu dis, plus rapidement, très fort. Comme Dune 2 avait fait ça, par exemple. Comme, mon exemple préféré. Hey, mais je suis allé chercher tes stats pour le week-end. Ouais, puis j'ai dit n'importe quoi ou non, quand même. Je dis, en fait, tous les tops, là, top 10 datent des dernières années, effectivement. Le plus vieux, on remonte à 2006.
C'était Scary Movie 4, quand même, qui a fait quarantaine de millions au box-office. Ouais, c'est ça. Là, c'est pas... sinon, c'est tous des trucs récents. Donc, le premier, c'est Batman vs. Superman. Ah ouais. Dawn of Justice, 181 millions. Super Mario Brothers Movie avait fait 166. Furious 7. Mais ça, c'est sur le 3 jours? C'est le 3 jours, Sur 3 jours, OK. Ouais. Furious 7, 161. Fate of the Furious, donc 2 années, ils ont occupé ce créneau-là, 2015-2017. Ouais. Mais il est sorti souvent, même les derniers, sont plus au printemps, avril, fin avril, début mai, là, tu vois, début avril. Et 2004, pour répondre à ta question, c'était Godzilla vs. Kong, The New Empire. 2004? 2024. 24, oui. Ouais, parce que donc 25, c'était... Minecraft? Non, effectivement, c'est pas Minecraft, Pâques. Peut-être je me même, il n'est pas sorti à Pâques, il est sorti un peu avant ou un peu après. Oui, parce que non, il n'est pas là. 2025, c'était quoi donc? 23? Oui, je l'ai ici. Ben oui, c'était Sinners. Ah, ok, L'an dernier, 55 millions. Avec Minecraft, c'était peut-être plus tard en avril ou début mai. Donc voilà, fait que posez-vous pas de questions, ça va être le film pour la famille du mois d'avril, mais assurément. Il y a d'autres choses qui sortent le 3 avril. Tout frais, tout chaud, on vient de voir The Drama, l'aveu de Christopher Borgli. L'homme qui était derrière Dream Scenario il y a quelques années avec Nicolas Cage dans un drôle de rôle qui était dans les rêves de tout le monde. Fait que, très inventif comme scénario. Exactement, puis je dirais qu'encore ici avec l'aveu, on va l'être, c'est un couple bien heureux qui sont à une semaine de leur mariage, sont dans les derniers préparatifs, couple joué par Zendaya et Robert Pattinson. Et leur amour et leur engagement va être mis à l'épreuve parce que dans une espèce de jeu qui semble... juste divertissant et banal, ils vont révéler la pire affaire qu'ils ont faite. Les squelettes dans leur placard. Ouais, dans leur vie, dans leur jeunesse, puis ça va, le secret de l'un ou de l'une va ébranler un peu la relation avec eux, avec leurs amis, avec tout ça. Fait qu'on va voir un peu l'évolution de tout ça sur cette semaine pré-mariage. C'est une comédie noire, vraiment pas dans la lignée des derniers films romantiques qu'on a eu dans le temps de février ou même récemment Reminders of Film puis tout là. Ouais. Là, on est vraiment dans la ou même c'était The proposition. Wedding Planner, non? C'était quoi là, avec Céline Song là, comme l'année dernière? De pas Wedding Planner, mais... C'est ça? En tout cas, bref. C'est pas Wedding Planner. Non, c'est ça. C'est ça. Par contre, il y a une comédienne en commun dans ces deux films-là, la photographe. Elle était dans... Mais, je vais aller chercher ça rapidement parce que ça me... Fait que c'est un film de A24. Pensez quasiment plus à du Yorgos Lanthimos dans cette folie-là. On prend moins décalé et surréel. Là, mais moi, j'ai beaucoup apprécié l'histoire, où ça s'en va. Faut aimer rire jaune un peu. C'était The Materialist. C'est juste Materialist. Materialist. Ouais, il n'y a pas de... Fait que, bref, tout ça pour dire que c'est pas cette veine-là. Là. On n'est pas dans une belle histoire qui va nous inspirer dans la salle. Fait que voilà, toi pour... Oui, tout à fait. J'étais vraiment curieux de le voir parce que la bande-annonce était très cryptique. Et d'ailleurs, on préserve le punch. Ouais, le moins on en sait, le mieux c'est. Oui, tout à fait. Et ça va dans des zones où je m'y attendais pas. Fait que ça, c'est toujours une agréable surprise quand ça se produit, quand on réussit à nous étonner, à nous déstabiliser par moments aussi. Fait que ouais, Christopher Borgli, je trouve que c'est comme une nouvelle voix dans le cinéma qui est très intéressant. Je n'avais pas vu son premier film, mais je pense que je vais aller le voir. Mais le premier, avant Dream Scenario, que j'ai oublié le titre, j'ai pas noté. Mais ouais, fait qu'il y a son univers à lui, très bon dans l'écriture, très bon dans les dialogues aussi, très juste. Puis même au niveau du montage, la narration, cool, il joue quand même beaucoup. Des fois, il va couper une scène avant même qu'elle soit terminée. Fait que très intéressant et vraiment bien porté par Pattinson et Zendaya qui forment une paire incroyable. Je pense aussi tous les amateurs de The Office, allez-y. Ouais. C'est justement là, l'humour un peu de malaise, puis c'est ça, ça n'a pas de bon sens. S'imaginer le pire. Là. C'est un peu
les pensées intrusives, finalement, mais dans le cinéma. Là. Donc, je lui souhaite un très bon succès. Et moi, c'est plus une révélation, mais j'étais content de la revoir. Puis je pense qu'on devrait la voir plus. C'est Alana Haim, la chanteuse qui était dans Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson il y a quelques années, qu'on avait perçu un petit rôle dans One Battle After Another. Oui. Mais là, elle a vraiment l'occasion de briller encore. Et j'espère qu'on va la voir de plus en plus souvent parce qu'elle est vraiment très bonne, d'un naturel. Vraiment intéressant. Et je dirais aussi Zendaya, même principe, qu'on voit souvent dans des grosses productions, puis c'est le fun de voir dans des films plus intimistes, là, où ils peuvent plus, je trouve, étendre leur talent. T'sais. Tout à fait. Voilà, et pour les amateurs qui ont besoin d'inspiration, si on veut, et de, comment on appelle ça, donc, la résilience, voilà, pour les gens résilients ou qui ont besoin de motivation. Le rêve américain de Anthony Marciano, avec, c'est pas des noms si connus, mais si vous suivez un peu le cinéma français, oui, c'est Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quénard. Raphaël qui joue souvent quand même les imbéciles heureux, puis ici, c'est le fun, c'est comme un contre-emploi là, d'être un gars, disons, plus normal qui aspire à ça. Qu'est-ce qui se passe dans le rêve américain? Eh bien, c'est deux Français amateurs de basketball qui rêvent de devenir, non pas joueurs, parce qu'ils ont passé l'âge et leur prime, mais agents de joueurs de basket, et donc d'arriver à faire repêcher des joueurs français dans la NBA aux États-Unis. Et on est donc dans les années 80, ça c'est... Fin 90. Fin 90, ok, pardon, c'est plus récent début que 2000, je pensais. Alors, ces deux mecs-là, ils vont grinder, puis aussi ils sont un rare duo à faire ça, là, d'habitude. Fait que, il faut qu'ils obtiennent leur licence, comment ça marche, comment faire voir ton joueur, comment attirer les gens, comment te pointer là, puis ils n'ont pas une scène. Fait que c'est de l'endettement jusqu'à temps que tu y crois plus. Des joueurs vont leur glisser entre les doigts, ils vont peut-être avoir des fausses alliances, très Big Brother, là, mais en tout cas, penser qu'ils travaillent avec quelqu'un, mais que finalement, on se sert d'eux. Fait que, tu sais, je vous mentirais pas que ça finit bien, là. S'ils sont là, ils sont encore actifs dans la NBA et tout, fait que c'est le fun de voir ce parcours de travail acharné, etc. Et vraiment improbable comme histoire, écoute, c'est complètement rocambolesque. C'est deux gars qui partent de nulle part, ils ont aucun contact, ne parlent même pas anglais ou presque. Oui, ça aussi, qui fait des bonnes blagues quand même dans le film. Oui, tout à fait. Donc vraiment une histoire inspirante, fascinante à voir. Bien porté par le duo de Quénard et Jean-Pascal Zadi, qu'on a habitué aussi de voir dans des comédies plus absurdes. Là, on est dans, comme tu dis, c'est deux contre-emplois pour eux, mais très efficaces, font bien la job. Puis ils sont habitués, parce que c'est leur 6e film ensemble. En plus, ouais, ok. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai eu le bonheur de m'entretenir avec les deux. Donc, si vous allez voir sur monciné.ca, c'est déjà en ligne, cet entretien-là sur le rêve américain. Donc, une rencontre très sympathique. Où ils se sont entraînés vraiment pour jouer au basket. Ouais, parce qu'il y a des scènes où ils jouent dans le parc. Ouais, c'est ça. Donc, 3 mois pour bien apprendre leur move. Ouais, puis avoir l'air de gens qui savent faire ouais, ça. Quand même, c'est qui ont ça. l'air naturel. Donc, moi, j'ai bien aimé du classique très bien fait. Puis, contrairement, juste pour un des meilleurs drames de bureau sportifs, c'est Moneyball. Mais disons que dans Moneyball, il y a plus de baseball, puis de jeux, puis de... on suit la saison des Aces, fait que de moments clés, puis tout. Là-dedans, comme c'est beaucoup le repêchage et tout, tu vas les voir s'exercer, ou leurs joueurs aussi, mais il n'y a pas de séquence de match de j'espère qu'ils vont faire le panier. Fait que, c'est les amateurs de sport en général, ou à la limite, justement, de belles histoires inspirantes, même si vous aimez un peu moins le sport. Là, on n'est pas... c'est vraiment les coulisses de la gestion sportive. C'est ça. Moi, ça me fait penser un peu au film Air de Ben Affleck il y a quelques années. Avec Matt Damon, on est dans cette zone-là. Fait que, moi, c'est une des belles surprises des dernières semaines de rêve américain. D'autres choses, le 3? Non, c'est ça qui est le plus large, là, qui prend beaucoup d'espace. Allons au 10 avril. Qu'est-ce que tu placerais en tête de... Moi, j'irais avec l'affaire Bojarski. Parfait. Le faux monnayeur, l'affaire Bojarski, ou Boyarski, ils disent les deux dans le film même, de Jean-Paul Salomé, qui nous avait entre autres donné La Syndicaliste il y a quelques années. Fait que et La Daronne aussi, qui avait eu un bon succès, me semble. Deux films avec Isabelle Huppert. Alors, elle n'est pas au générique cette fois, Madame Huppert. C'est Reda Kateb, Sarah Giraudot, Bastien Bouillon, qu'on voit de plus en plus, et Pierre Lotin, qu'on voit tout le temps. Oui. Mais qui est excellent, je l'adore, Pierre Lotin. Ce Jan Boyarski est un jeune ingénieur polonais très brillant, capable de fabriquer des machines et tout, qui va se réfugier en France pendant la guerre et il va utiliser ses dons
c'est bien dit. C'est donc pour fabriquer des faux papiers pendant l'occupation allemande. Puis après la guerre, vu que son état civil l'empêche de travailler, puis de tout faire, puis de même pouvoir déposer des brevets pour ses inventions, il va se retrouver à devenir faussaire, faire de la fausse argent pour d'autres personnes. Puis quand ça va sentir le roussi, il va aller faire ça lui-même. Puis il va avoir un jeu de chat et de souris avec Bastien Bouillon qui joue le policier qui lui court après, un peu comme Catch Me If You Can il y a plusieurs années de Steven Spielberg. Le film est moins comique là, que le côté de Catch Me If You Can, là où s'arrêtent les comparaisons. Et ben c'est évidemment inspiré d'une histoire vraie. C'est arrivé en France, ce grand trafiquant-là, justement, mais qui va amener avoir les doigts dans l'engrenage puis risquer peut-être de perdre sa famille, de perdre tout le monde. Fait à quel prix tu fais de la fausse argent si finalement t'as plus rien? Là, l'argent n'achète pas le bonheur. Hein. Exactement. Un peu, mais ça m'a donné une assez, je pense. Toi, avais-tu l'occasion de le voir? Oui, j'ai vu. Ouais, j'ai c'est vu ça. Avec moi aussi, j'ai pu m'entretenir encore là. À venir, avec Jean-Paul Salomé et Reda Ketab. Donc, vous pourrez suivre ça la semaine prochaine sur monciné.ca. Mais ouais, moi, ça fait partie de mes coups de cœur de l'année jusqu'à présent. Ça s'écoute super bien. C'est le fun. Je me semble que c'est un genre de 2 heures. Mais aucune longueur parce que c'est un récit qui est captivant, qui est fascinant. Puis sur quelques années aussi. Oui, quelques décennies, parce que ça se déroule jusque dans les années 60 à peu près. Ouais, on voit ses enfants grandir. Ça commence dans les années 30, c'est ça que je pense pas dit. Ouais. Ben la guerre, non, c'est... 40, des années 40, c'est ça, jusque dans les années 60. Et le duo encore là, Reda Ketab, Bastien Bouillon, qui est super fun à voir. Tu l'as dit, un peu ce jeu-là de chat et souris, de poursuite, qui c'est toujours intéressant à voir. Moi, je dirais qu'on est un peu dans le ton des Untouchables aussi, là, de De Palma avec moins de guns. Capone. Ouais, c'est ça, mais tu sais, ce jeu-là, un peu, là, d'essayer de l'attraper, puis qui s'esquive toujours, finalement. Mais qui veut qu'on lui court après. Ben, quand même, parce qu'il voit qu'il y a une fierté de tenter de déjouer le système. Ben, c'est parce que si. Il y a ça aussi, comme c'est un puissant ingénieur et tout, un homme très brillant, ben, il veut qu'on reconnaisse. À un moment donné, il y a une flatterie qu'il a besoin d'avoir. Donc, la reconstitution historique, elle est vraiment intéressante aussi, là, vraiment bien fait. C'est solide, on y croit. Donc, l'affaire Bojarski, le faux monnayeur en français. Parce qu'au Québec, on a rajouté ce petit côté-là. Eux, c'est juste l'affaire Bojarski. Ça doit être pour placer parce que nous, c'est pas un nom qui est connu. Fait que c'est le faux monnayeur, l'affaire Bojarski. Alors, voilà. Le 10 avril. Oui, que je pense qu'il est vraiment à voir si vous aimez ce genre de récit-là. Si vous souhaitez voir des comédies romantiques plus légères que justement de drama, Toi, moi et la Toscane, You, Me and Tuscany de Kat Coiro, elle qui avait offert entre autres Marry Me avec Jennifer Lopez puis Owen Wilson il y a quelques années. Alors on est 100% dans du, je dirais quand même du chick flick avec Halle Bailey et René Jean Page. Alors, quand même. Très belles personnes. Alors, cette jeune femme va s'installer dans une villa italienne vide en se faisant passer pour la fiancée du propriétaire pour que les serveurs, les serviteurs, puis tout la laissent aller. Mais là, ça va mener à un genre de quiproquo qui va un peu les forcer à dater et peut-être tomber en amour. Ah, bien Qui sûr. sait? Alors, ça prend l'affiche le 10 avril. Ça, je pense avoir pour les beaux paysages de l'Italie, assurément que ça va être magnifique, ça va nous faire rêver. Puis, tu sais, ça va trouver son public, là. C'est peut-être pas toi et moi, mais ça va fonctionner, c'est honnêtement, je suis curieux de voir parce que j'avais beaucoup aimé Halle Bailey dans La Petite Sirène, qu'on n'a pas vraiment revu depuis. Il faudrait que je fouille, mais je ne crois pas. Non, je sais pas si elle a fait des films de plateforme, je sais pas. Peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu un backlash de ce casting-là, mais pourtant, elle était très bonne. Et Jean-René Page aussi, de la première saison des Chroniques de Bridgerton, qui lui a comme... Pour ça que je pense que le film va avoir son public. Effectivement, mais que lui a délaissé la série parce qu'il voulait pas être typecasté, il voulait aller faire d'autres trucs. Il voulait aller faire des Soderbergh. Puis, c'est ça, fait qu'il rejette un peu, je pense, le côté sex symbole qu'on lui avait attaché, mais là, c'est vrai que c'est un jeu dangereux. C'est surtout d'être dans une série trop longtemps. Il y a beaucoup de comédiens, comédiennes qui n'ont pas réussi à faire le saut de la télé au cinéma. Fait que s'il y a des rêves de cinéma, faut être capable de bien doser les deux dans ton agenda. Le documentaire... non, il y avait d'autres choses. Oui, je vais parler rapidement. Mon amour, c'est pour le restant de mes jours de Andréline Beauparlant. C'est un documentaire sur Robert Morin. Mais la seule manière de pouvoir avoir Robert Morin très longtemps en entrevue et qui se livre sur tout, c'est sa conjointe qui le fait, pas d'équipe, c'est juste elle qui le filme, qui lui pose des questions auxquelles il accepte de répondre et tout. Mais la grosse partie du tournage de tout ça, c'est fait
pendant qu'il, lui, faisait la production de Festin Boréal. Okay. Puis, si on se rappelle de Festin Boréal, il y a 2 ans, il avait mis des carcasses. Il avait comme un peu triché la nature pour montrer une fable que quand un animal, l'orignal meurt, ben ça va comme nourrir toute la forêt, l'écosystème, la biodiversité. Mais il a comme un peu triché en mettant des animaux ailleurs. Puis il n'arrivait pas à voir les shots en laissant des caméras partout. Il se passait rien. Il y avait juste des oiseaux. Fait que ça a pris 3-4 hivers à faire ça, genre dans 70aine, en septuagénaire. Fait qu'il était comme brûlé. Puis tu le sens que c'est comme une cassure d'un peu son amour du cinéma, de je suis en train de faire ça pour rien. Puis les narrations que André Lynn apporte nous montrent aussi que même les deux autres, c'était... Ben, pas des tensions, mais tu sentais que l'amour s'effritait. Fait que c'est drôle, ce documentaire sur leur relation avec le cinéma, surtout celle de Robert, qui est un peu asocial, mais qui continue toujours à faire des films et tout. Mm-hmm. Fait que, puis depuis, il l'explique dans le film, depuis plusieurs années, il vit un peu dans le bois, là, quasiment en autarcie. Puis fait que ça arrive à un bien drôle de moment, ce tournage-là, puis finalement ça se résorbe, puis ils sont encore ensemble et tout là. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant. Je connais pas tant Robert Morin, je connais 2-3 films là, pour un gars qui en a fait une vingtaine, trentaine là. Mm-hmm. Fait que j'ai vraiment été captivé, c'est très beau, puis ça dure comme 1h25, 1h30, c'est très bref, mais amateur de documentaire et d'un côté historique, finalement. Robert Morin va assurément faire... il le fait déjà. Il fera partie de l'histoire du cinéma au Québec. Absolument, oui. Et de démarche artistique aussi. Donc, j'imagine voilà, tout ça doit être fascinant à voir, d'entrer dans leur petite porte, dans leur partie de cerveau créatif. Et dans un moment où il n'arrache. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'elle rajoute des images de plein de ses films, mais on voit beaucoup. C'est quasiment un behind the scenes de Festin Boréal, finalement. Et pour les amateurs de films de genre, il y a beaucoup de films d'horreur le 10 avril, de, disons, petite pointure, mais il y en a plein. Celui que j'ai le plus en tête, moi, c'est Exit 8 de Genki Kawamura, un film japonais un peu à la mode de... Merde, j'ai oublié. Le jeu vidéo qui était sorti au cinéma... Oui. J'ai complètement oublié. En mois de janvier, puis ça a fait un gros phénomène. Ça a été autoproduit par... je m'excuse. Iron Lung. Voilà. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on est allé acquérir Exit 8, qui était déjà sorti en 2025 au Japon. Puis on a comme fait comme, oh, il y a un buzz pour ça. Fait que c'était la même affaire. C'est un petit... Je me souviens plus comment on appelle ça, mais un petit jeu d'horreur en ligne. Tu rentres t'es dans des couloirs de métro. Puis faut que tu remarques comme... la normalité des lieux, puis que tu rebrousses chemin, sinon tu vas mourir. Fait que c'est un labyrinthe de genre, vas-y pas, là, tu y vas plein de fois. Puis là, si tu vois que l'affiche, le coin, il est rouge, là, faut que tu y ailles, puis là, ça te mène à l'autre niveau. Puis le but, c'est juste sortir du métro. Fait que c'est ce qu'ils ont mis en film. Fait que c'est angoissant, quelqu'un qui est pogné dans cette boucle infinie, puis que des fois, il arrive des choses terribles. Fait que je pense qu'ils ont mis ça en film de 1h30 bien efficace. Ça va être distribué par contre en original japonais, mais sous-titres anglais. Il n'y aura pas de sous-titres français, mais je pense que pour le public, ça ne dérangera pas pantoute. Ça, j'ai hâte de voir parce que je connaissais pas ce phénomène-là et tu m'avais montré justement un peu des séquences du jeu. Là, fait que moi, je trouve l'idée peut être très intéressante. Narrativement, là, il y a sûrement quelque chose à faire. C'est ça, puis quand je dis que c'est cool que ça dure 1h30, c'est que des fois, c'est le genre de scénario ou de prémisse qui va être étiré, parce que je pense que le jeu en soi, quand tu sais c'est quoi, là, tu veux faire un run-through rapide, c'est comme une vingtaine de minutes. Là, va pas là, reviens, va pas là, tu y vas. T'sais. C'est juste si tu le sais pas, puis les nombres de morts possibles, j'imagine. Après, est-ce que dans le film, il revient sur place, il meurt? J'en ai aucune idée. Je l'ai pas vu, mais je me garde cette belle surprise-là. On arrive au milieu du mois, 17 avril. Gros film d'horreur, je crois. Lee Cronin's The Mummy. On tient bien à mettre le nom de Lee Cronin's devant. Je ne sais pas si c'est parce que pourtant il n'est pas si connu, Lee Cronin, là. C'est un début de carrière, là. C'est pas comme Sam Raimi, mettons. Mais je pense que c'est vraiment parce qu'on est du côté de la Warner puis on veut montrer que c'est pas le Mummy de l'univers du Monsterverse de Universal, là, classique des monstres. Il y a une jeune fille qui est disparue dans le désert égyptien qui va réapparaître mystérieusement 8 ans plus tard. Fait que ses parents sont bien contents de la retrouver, mais finalement, elle est un peu weird, la petite. Fait que comme son comportement devient de plus en plus inquiétant, sa famille va se lancer dans une course contre la montre pour comprendre l'origine du mal, hein, classique d'un film d'horreur. Et ce qu'ils vont découvrir va les surprendre et tout. Fait que ça s'appelle La Momie. Fait que d'après moi, elle a été momifiée puis elle a été un peu possédée par quelque chose ou quelqu'un ou une affaire. Jack, comment il s'appelle? Jack Rayner qui est là-dedans. Il me semble que c'est lui qui était dans Midsommar aussi.
Ah, Il me semble que oui. Ça se peut. C'est le genre de nom pas si connu, mais que quand tu regardes, finalement, il fait bien des films. Moi, j'ai surtout hâte de le voir parce que les Cronin nous avaient donné l'excellent Evil Dead Rise il y a quelques années. Ouais, lui qui était dans un bloc appartement. Donc très surprenant. Il y avait vraiment des scènes très creepy, très dures aussi, très graphiques. Ah oui, il y a du body horror là-dedans. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec The Mummy, effectivement. C'est drôle de timing parce qu'il va y avoir la suite de Evil Dead Rise, un autre, j'ai oublié c'est quoi le Evil Dead quelque chose. C'est Polly Cronin qui le fait, mais ça sort plus tard au mois de juillet ou mi-fin de l'été. Fait que vous comprenez qu'on l'a pas vu encore, mais aussi je suis très enthousiaste. Je pense que ça va avoir un certain buzz. Je pense que c'est ça. Ça va être un film qui est dégueulasse. Fait que pour ceux que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu, là, disons, vont être satisfaits de cela. D'autres choses de la 17? Bien sûr, j'aimerais parler de en fait deux productions ou coproductions québécoises. Mylan Kicks de Chandler Levac, elle qui nous avait donné I Like Movies. Oui, c'est une Chandler. C'est une cinéaste canadienne, je me souviens plus, je pense que c'est genre Winnipeg ou quelque chose Toronto, j'avais Toronto, vu. Bon, mon erreur, je pense que c'était Manitoba. Ça met en vedette Barbie Ferreira, Devin Bostick, Stanley Simmons, mais aussi nos belles faces de Jay Baruchel et Juliette Garapi et Robert Naylor. On remonte en à peu près 2010-2011 à Montréal, dans le quartier Mylan, qui a donné avec le temps, ou à cette époque-là, beaucoup de gros bands qui sont devenus connus internationalement. On pense à Arcade Fire, Grimes, Mac DeMarco, mais c'était-tu Godspeed You, Black Emperor ou un autre? Est-ce qu'il y a un autre nom de band là, comme ça que ouais, je pense que c'est ça. Plein de bands comme ça qui ont évolué de cette scène rock indie. Fait que Montréal était quand même un gros plateau chaud pour ça à l'époque. Mm-hmm. Et c'est inspiré d'une passe de la vie de Chandler Levac, justement. Elle est torontoise et elle veut écrire un livre sur l'album Jagged Little Pill d'Alanis Morissette, qui est une artiste canadienne, qui est son album le plus iconique. Fait qu'elle dit, bon, ben je vais aller à Montréal, puis je vais juste, tu sais, je sors de ma job comme critique blogueuse sur un gros site canadien de review de musique. Et je vais aller à Montréal, je vais juste me concentrer là-dessus. Moi, à genre 24 ans, c'est ça que je vais faire. Ben, finalement, avec sa coloc jouée par Juliette Garapi, ils vont apprendre à se connaître, elle va se tenir dans des soirées, elle va connaître un band comme ça, émergent, qui débute, mais qui a du beat. Puis là, être prise dans une espèce de triangle amoureux avec, pas sûr si elle aime mieux le guitariste ou le guitariste-chanteur, qui sont deux personnes quand même assez singulières. Fait que c'est une forme de coming of age, mais de mi-vingtenaire qui cherche à s'émanciper, qui va réaliser que sa vie tournait un peu en rond, fait qu'elle a besoin de plus, mais est-ce que c'est vraiment de ça qu'elle a besoin? Alors, puis que finalement, elle a l'air bien sûre d'elle, mais pas tant à son affaire et tout. Fait que moi, je pense que j'ai aimé ça un petit peu plus que toi, mais côté coming of age, j'allais pas dans le Myland en 2010, mais je replace quand même les bands que j'écoutais, cet esprit chaud-là. C'est sûr que ça existe encore, mais je pense plus le Myland, c'est ailleurs. C'est plus ce genre de musique-là, les choses ont bougé un peu. Mais c'est une belle lettre d'amour au quartier de Myland qui nous met bien en valeur. Ce côté-là d'une histoire qui se déroule un été chaud, ensoleillé. Là, on le sent, on le voit bien. Romance d'été, là, ouais. Fait que je trouve à ce niveau-là, c'est vraiment bien réussi. Et Barbie Ferreira, qu'on a pu découvrir dans Euphoria aussi, avec Zendaya, fait quand même une bonne job, honnêtement, dans le rôle titre. Là. Oui. Fait que je dirais que c'est un hommage. On n'est pas dans les clichés trop. Je trouve qu'on navigue bien là, entre l'hommage et les clichés et tout ça là, de ce genre-là. Fait que je voulais juste un bon moment de détente, comédie sentimentale. Puis, ça vaut la peine. Comme dit, moi, je l'ai apprécié parce que j'ai une forme de nostalgie de cette mi-vingtaine de faire de la musique, mais j'ai jamais été dans le Myland, j'ai jamais vécu à Montréal, puis ça a pu quand même résonner en moi, ou à cette image qu'on se fait de ce lieu-là, ou d'être critique de musique et tout. Fait que ça s'adresse pas juste à ceux de Montréal qui ont 35 ans. Là. Non. Ça vise plus large que ça. Je sais pas si c'est le dernier truc. Le Cap Farewell de Vanja d'Alcantara, coproduction Belgique-Québec avec Noé Habitat, que j'aime beaucoup, et Pascal Bussière. Je dirais pas que c'est son premier, mais je me souviens pas de l'avoir vu jouer en France ben. Mais elle a joué quelques fois. Elle a une couple d'années derrière la cravate, avec d'années de métier, fait que ça se peut qu'elle l'ait fait par le passé. Là. Aussi le Belge classique, pas Benoît Poelvoorde, mais plutôt Olivier Gourmet, qui est là dans un rôle.
Noé Habitat, qui s'appelle Tony, sort de prison et veut juste retrouver sa fille Anna, qui maintenant vit avec sa grand-mère, jouée par Pascal Bussière. Donc, Pascal Bussière joue la mère de Noé Habitat. Elle veut reconstruire sa relation, renouer avec sa fille, puis on va comprendre qu'il est allé en prison parce qu'ils ont essayé de faire un vol avec le père de sa fille, qui est comme son chum, ex, c'est pas clair. Fait qu'elle veut un peu se recaser, mais rapidement, elle retombe un peu dans ses patterns de finalement les gens sont pas tous très droits, tu te retiens avec du monde qui te disent qu'ils sont rendus clean, c'est pas de la consommation de drogue, mais clean dans leurs projets puis leurs aspirations, puis finalement c'est des petites entourloupes, fait que puis elle est bien en froid avec sa mère par rapport à tout ça, fait que c'est juste c'est pas un coming of age là, mais tu sais, t'as quand même une jeune femme de mettons mi-vingtaine qui sort de prison parce qu'on comprend qu'elle a eu sa fille très jeune, mettons. Okay. Fait que, puis sa fille la connaît. Elle sait que c'est sa mère, mais ça fait 7 ans qu'elle est en prison, puis ton enfant a 9 ans, fait qu'il t'a pas connu tant que ça. T'es pas responsable du meurtre de son chum? Non, c'est ça. Il n'y a pas d'histoire de meurtre. Le chum est encore là, mais la belle-mère l'aime pas du tout et tout. Fait que j'ai bien aimé ça. J'ai eu la chance de le voir. Ce côté-là, laissez-vous surprendre. Noé Habitat, c'est... En tout cas, c'est pas l'appareil, mais on dirait que le petit frame puis tout, je la vois un peu comme la Zendaya française. Là. Puis j'ai beaucoup aimé les films qu'elle a fait. Elle avait déjà joué au Québec dans Genèse de Philippe Lesage, entre autres. Je pense il y avait un film de ski où elle avait subissait des violences sexuelles par son entraîneur, Slalom, qui s'appelait. J'avais beaucoup aimé ça. Et Pascal Bussière, donc, joue une Française. Oui, joue une Française, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est coprode belge. Ça se passe en Belgique, mais tu sais... C'est pas la Belgique flamande, là. C'est français et tout, là, parce que Noé Habitat est pas belge. Non. Fait que, mais les décors sont quand même beaux, mais c'est brumeux, côtier. Il y a une histoire avec un phare aussi qu'ils vont explorer, qu'elle veut que sa fille monte, mais sa fille est un peu trop heureuse, etc. Fait que, oui, j'ai bien aimé ce côté-là. Elle travaille dans un resto, puis on dirait que rapidement, elle se fait étiqueter comme « Ah, c'est toi, là, la fille qui était en prison. » Puis ouais, mais je suis d'autre chose que ça, là, tu sais. Passer au travers de ses erreurs de jeunesse. Steven Soderbergh, sans tambour ni trompette, sort un film de Christophers qui met entre autres en vedette Ian McKellen. Fait que Soderbergh fait bien des films, lui il s'amuse aussi. Des fois c'est des plus gros déploiements, des fois plus petits. Histoire très intéressante, c'est les enfants d'un artiste qui était autrefois célèbre vont engager une faussaire pour terminer les œuvres inachevées pour leur garantir un héritage après lorsque l'artiste sera mort, parce que lui il est plus en âge de peindre, joué par McKellen. Mais on a une sortie seulement en anglais. Fait que je pense que ça va être une sortie limitée, mais je pense que pour certains, il peut résonner auprès d'un certain public. Il y a encore ses fans, Soderbergh, quand même. Ben oui, tout à fait, c'est ça. On l'avait vu même avec son espèce de film d'horreur essai fantomatique, là, dans Thriller et tout, que les critiques étaient tièdes. Avec raison, mettons. C'est un film plus d'essai et tout, mais il y a quand même un public et beaucoup de curieux qui sont allés le voir parce que Soderbergh, c'est comme un peu Spielberg. Là. On l'aime puis on veut le voir dans son meilleur puis dans son pire. Là, voilà. Météore aussi de Hubert Charuel avec Paul Kircher, qui est une grande sensation française. Aussi une gang de jeunes qui doivent échapper à la prison, fait qu'il va falloir qu'ils se remettent sur le droit chemin, mais quand ils sont ensemble, ils sont un peu toxiques, ils ont une addiction à l'alcool, fait que là il faut qu'ils tous ensemble ils se fassent un peu un pacte d'arrêter de boire puis de travailler, mais est-ce qu'ils vont être capables d'être honnêtes envers eux et tout. Là, je peux le décrire puis ça a l'air un peu comédie dramatique, c'est vraiment plus drame que léger là. C'est pas la gang de boys chummy, c'est un peu des petits voyous qui connaissent rien de mieux, pas trop d'éducation puis tout, fait qu'ils vont finir par aller travailler à la shop puis essayer d'avoir une belle vie. Météore. Et dernier film peut-être qui t'intéressera, un petit documentaire sur Lorne Michaels, qui va sortir sûrement en sortie assez limitée aussi, juste en anglais. Mais le fameux créateur de la série télévisée Saturday Night Live, série culte, qui avait eu l'espèce de film Saturday Night Live qui était un peu sur tout ça, mais là c'est un docu sur Lorne Michaels, qui est un Canadien aussi. Hein, oui, tout à fait. Le Canada est à l'honneur en avril. Transportons-nous au 24 avril, Patrick. Dernière semaine, je pense que la dernière fois, pour mars, il y avait 5, sauf erreur, il y avait 5 vendredis. En tout cas, il y avait... C'était plus long. Là, il y a juste 4 semaines, un petit mois normal. Michael,
drame biographique sur Michael Jackson de Antoine Fuqua, qui d'habitude fait pas mal plus des films d'action, genre Training Day, puis les Equalizer, puis des choses de même. Un changement de genre. Mais je pense qu'il est gros fan de Michael Jackson. Peut-être qu'il connaît un peu aussi la famille des Jackson. Ouais. D'ailleurs, on n'est pas très loin de la famille des Jackson, parce qu'on l'avait déjà dit. C'est Jafar Jackson, le fils de Jermaine, le grand frère, un des grands frères de Michael, qui va incarner Michael Jackson. Il y a aussi Nia Long, Miles Taylor, avec une coupe de cheveux horrible, qui joue probablement un agent ou quelque chose comme ça. Coleman Domingo, aussi un acteur de talent. Fait que c'est un portrait de Michael Jackson dans un biopic de presque 2h10, un petit peu moins, qui est très raisonnable pour ce genre de gros projet-là. Reste, je le mentionne, c'est pas clair s'il va y avoir une deuxième partie. Au début, on annonçait que c'était 2 parties, mais c'est jamais très vendeur. Nous, on vous dit la vérité ici à Mon Ciné. Fait qu'il y aura un plan qui a une suite à ça. J'imagine que ça dépend du succès. Il aurait tourné des scènes, mais peut-être pas toutes. Peut-être qu'il est en montage. Je sais pas, chez Lionsgate, on est où au niveau de Gaz au bout où on lève le pied. Là. Mais les pronostics du premier week-end, pour l'instant, sont à 60-80 millions. Ah, ben, c'est sûr que ça va attirer les gens. Là. Il a quand même marqué une génération. Donc, Puis il va y avoir des sorties IMAX, puis tout. Puis, l'événement musical, puis il y a de l'argent. Là. Ils ont recréé plein de spectacles. Puis c'est ça. Puis Michael aussi... Il paraît qu'on traite ses défauts et ses complexités, comme on dit. Mais jusqu'où? C'est ça qu'on va voir. Jusqu'où, effectivement. On va laisser un petit jardin secret. Mais c'est quelqu'un aussi qui s'est quand même fait violenter par son père, puis abusé. Ben, abusé, c'est drôle le mot utilisé avec Michael, là, mais en tout cas, ouais, c'est ça. On s'est servi de lui beaucoup pour son argent, pour plein de choses. C'est redevenu tellement populaire que sa vie faisait plus de sens, puis etc. Fait que c'est pas juste beau, là, avoir des hits et tout. Quand même, sa fille Paris qui a désavoué le projet. Fait que sa fille, Paris Jackson. Donc, j'ai hâte de voir. Dans le sens que, justement, elle trouve qu'il entache l'image? Ou c'est dans le sens que c'est trop beau, c'est trop fleur bleue? Un peu trop fleur bleue. Okay. C'est rare qu'on met... Je pense que le personnage de Miles Taylor aussi, je pense que ça donne trop d'importance par rapport à l'impact qu'il y a eu sur la carrière de Michael Jackson, de ce que j'ai compris de ses commentaires. Mais bon, on verra bien. Ouais, c'est ça. Mais comme tout le monde curieux de le voir, j'ai été marqué, moi aussi, dans les 90. Juste d'entendre ces tunes au grand écran comme ça va être quand même le fun. C'est encore plus cool de savoir que c'est son neveu qui joue. S'il joue bien, ben là, tout est dans tout et tout. Fait que c'est sûr que ça va attirer les curieux. T'sais. Donc, on dit que ça s'arrête à la période trailer, à peu près, là, de ce que j'ai vu, la date qui circule. Là. Donc, c'est pour ça qu'on aurait du stock pour un peu la chute. Là. Jusqu'à Bad, ça allait, mais après ça, là, fin des années 80, ça a commencé. Puis honnêtement, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire pour le comédien, parce que l'apparence physique de Michael a tellement changé au fil du temps. Là. Je veux dire, c'est pas pour body shamer, mais avec son vertiligo puis tout, il s'est blanchi, il s'est refait faire le nez 120 fois. Toutes les jokes, il n'y en a plus de nez puis tout. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire à Jafar, là, s'ils vont juste le corriger en CGI à m'amener, tu sais, tu peux plus... Juste du bon maquillage bien fait. Mais tu réduis le nez, là. Tu peux pas réduire un nez avec une prothèse. Là. Non, c'est sûr. Tu peux le grossir, mais... En tout cas, ça, on verra rendu là. C'est leur poutine à eux. Très curieux de Nina Rosa, de Geneviève Duluth de Selle, elle qui nous avait donné une colonie. D'ailleurs, on l'avait annoncé, je pense, au début de l'année. Le film a été présenté à Berlin, au festival du film de Berlin, et il a remporté l'Ours d'argent du meilleur scénario. Alors, c'est tout un exploit, quand même. Pas plate, pas en tout. Dans Nina Rosa, la vidéo virale d'une artiste bulgare de 8 ans, une prodige de la peinture, circule sur Internet. Ce phénomène va attirer l'attention d'un collectionneur. Alors, Mihai sera dépêché sur place pour évaluer la valeur de la production de la jeune fille. Mais il devra retourner pour la première fois dans son pays d'origine, près de 30 ans après l'avoir quitté, et affronter les fantômes de son passé. J'ai pas eu la chance de le voir encore finalement, mais j'ai bien hâte. Ouais, moi aussi, j'avais bien aimé Une colonie, donc ça fait quand même quelques années déjà, donc j'ai bien hâte de voir. C'est toujours le fun de voir un film québécois rayonner à l'international comme ça, donc. Puis un peu un peu comme de Christopher, c'est qu'il y a un côté de l'art avec de l'art de la peinture, de l'art création artistique. Puis aussi le côté viralité qu'on voit beaucoup c'est pas nouveau, là, mais depuis plusieurs années, là, de voir des jeunes musiciens prodiges puis des affaires comme ça. Il y a, pour les amateurs de contre-programmation, c'est drôle que ça sorte
le même jour que Michael, Mother Mary de David Lowery, à qui on doit The Green Knight, A Ghost Story, puis une autre couple de films, qui est plus un thriller psychologique, qui met en vedette Anne Hathaway et Michaela Coel. De vieilles blessures refont surface lorsque l'icône de la pop Mother Mary retrouve sa meilleure amie et ancienne costumière, Sam Anselm, avec qui elle était en brouille et à la veille de son grand retour sur scène. De même, ça a l'air assez normal de genre, retrouve sa directrice artistique un peu dans le temps. Mais il a l'air d'avoir des affaires de pacte du diable puis de vendre son âme. En 24 quand même, dans la bande-annonce, on le ressent très bien, très mystérieux. Fait que je pense pas qu'on le vend comme un film d'horreur, mais on est plus justement dans le thriller, dans le psychologique, dans le qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. Là. Mais fait que c'est drôle, le film de icône de pop star, mais qui aurait peut-être un rituel satanique pour y donner ce talent ou je sais pas quoi. Puis là, tu sais, son nom d'artiste, c'est Mother Mary, fait qu'elle a des franges puis des frocs très justement catholiques, un peu chrétienté, angélique et tout. Là, fait que c'est intense. Esthétiquement, ça a l'air vraiment magnifique. Comme tout film. À fait, ouais, c'est ça. Mais ça sera disponible seulement en anglais. Fait que je sais que, comme je dis, pour plusieurs, ça doit rien faire puis ça fait bien votre affaire, mais voilà, pas de VF, pas d'STF. La comédie dramatique, biographique, britannique, I Swear, va prendre l'affiche, bing bang, sur le gars qui, des premiers, un Britannique qui souffrait de syndrome de la Tourette. Okay. Puis qui est devenu grand défenseur. Puis le fameux, lui, a gagné le BAFTA du meilleur comédien, puis qui a fait le tollé de l'autre qui a crié le N-word, puis tout. Fait que le film Biff Paf arrive, ça va s'appeler Plus fort que moi. Parce que c'est plus fort que soi de dire ça, ou I Swear. Je sais pas encore si c'est une version française ou une sous-titrée française, mais ça sort le 24 avril. Donc, je l'ai un peu bisouné, là, mais le récit poignant inspiré de la vie de John Davidson, qui est un militant pour la cause du syndrome de Gilles de la Tourette. À travers un témoignage à la fois drôle et émouvant, l'auteur retrace son parcours de son adolescence jusqu'au début de l'âge adulte et explore une maladie méconnue et totalement incomprise dans la Grande-Bretagne des années 1980. Fait que j'ai vu le film déjà. J'ai eu la chance, je l'ai écouté hier soir. Fait que, ouais, c'est rough times, là, parce que tu cries des injures puis des affaires. En fait, c'est quasiment, je parlais de pensée intrusive, ça fait que tu dis toujours ce qu'il faudrait pas que tu dises. Hey, il faudrait pas que je dise qu'il y a un gros nez. Ben, c'est ceux qui crient gros nez, ils crient slot dès qu'il y a quelqu'un qui a une jupe trop courte puis des affaires de même. Fait que c'est toujours au pire moment. Puis tout le monde pense que c'est juste, ben là, contrôle-toi. Puis tu vois que ça arrive de même. Genre, il y a 14-15 ans, puis quasiment du jour au lendemain, là, ça, c'est dans le film, tu sais, comme des petits symptômes puis des tics, puis personne comprend, puis personne ne sait. Puis il a même amené des procédures légales où que c'est comme, ben, ton syndrome n'est pas reconnu, fait que, il arrive même pas à plaider sa cause ou à c'est quasiment de la folie, tu sais, puis c'est il y a 40 ans, là, c'est pas il y a 110 ans, là. Fait que, c'est parce que lui, ben, John Davidson est devenu un militant puis quelqu'un de très impliqué dans la déstigmatisation du syndrome de la Tourette. Fait que c'est pour ça que c'est lui en particulier. Le comédien avait gagné le BAFTA du meilleur acteur, d'ailleurs. Il est très bon, j'ai oublié son nom, mais... Robert Aramayo. Oui, c'est très bon parce que c'est de jouer toutes ces tics-là puis que ça a l'air naturel. C'est une performance physique, finalement. Là, fait que c'est un peu comme quand... aux Oscars, souvent, la personne qui va jouer un biopic puis qui va bien jouer quelqu'un qui existe et tout, a une longueur d'avance versus un rôle de composition. Fait que je pense que c'est un petit peu le même effet. Je veux pas rien y enlever, mais c'est ça qui est impressionnant. Tu joues une condition que tu n'as pas. Fait que voilà. Fait que j'espère que ça n'a pas choqué ceux qui ont le syndrome de la Tourette d'avoir de l'appropriation d'eux. Non, je pense pas. Voilà. Et la comédie, La petite cuisine de Mehdi aussi, qui va jouer. Mehdi est sur la ligne car il joue le rôle du fils algérien parfait devant sa mère Fatima, mais il lui cache sa relation avec sa blonde ainsi que sa passion pour la gastronomie française. Il est chef dans un bistrot qu'il s'apprête à racheter avec sa copine Léa. Mais elle est tannée de toutes ces cachotteries puisqu'elle ne présente pas à sa mère puis tout. Fait qu'il dit, ben, j'ai une idée, super idée, je vais engager une comédienne pour jouer le rôle de ma mère. Fait que finalement, il se met à se jouer une espèce de double vie où tous ces personnages-là vont peut-être se croiser ou non. Puis que j'imagine que comme
tout bon film ou 1000 secrets, 1000 dangers et tout, amener tes secrets vont finir par sortir, puis là, t'auras pas le choix de révéler. Et comme je disais, ben, ça complète un peu ça, mais il y a plein d'autres films d'horreur, d'action, documentaires, des films internationaux qu'on n'a pas couverts là. Ils ont des sorties plus limitées, ça veut pas dire qu'ils sont moins intéressants, c'est juste que, faute de temps, là, on remplaçait un épisode d'1 heure par semaine pour un épisode de 50 minutes qui couvre un mois, là. Fait que restez à l'affût sur vos sites d'information de cinéma. Sur Mon Ciné, il va y avoir plusieurs articles qui vont venir en ligne sur les sites de vos cinémas que vous affectionnez. Et tu sais, je pense à Plus fort que moi, I Swear, ce film-là a été annoncé la semaine passée. Là. Fait qu'il va peut-être en avoir d'autres. C'est sûr qu'il manque pas de films sur le marché, mais ça se peut très bien qu'il y ait d'autres petites pépites comme ça qui apparaissent sans tambour ni trompette. Ben, sur ça, bon cinéma, bon popcorn, puis profitez-en bien. Oui, puis dans tout ça, excusez-moi, on devrait avoir aussi des épisodes spéciaux avec certains des films québécois qu'il y a là-dedans, fait qu'on livrera au cours des prochaines semaines. Voilà.